Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être en votre compagnie ce soir. Installez-vous confortablement et voici les titres. À la suite des célébrations de la fête nationale, une réunion consulaire s'est tenue à l'hôtel Hermitage ce mercredi. Parmi les thématiques abordées, notamment la liste grise, l'attractivité et la place de Monaco à l'international. À l'occasion de la prochaine journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous vous présenterons la campagne intitulée « De l'ombre à la lumière ». Et pour en parler, nous recevrons Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes. L'ASBM et l'EHL Hospitality Business School viennent de signer un partenariat qui marque une étape importante dans le développement des talents et l'attractivité de la SBM. 1984-2024, la bibliothèque irlandaise Princesse Grace fête ses 40 ans. Nous discuterons de ce centre culturel avec son administrateur Anne-Marie Boisbouvier. En basket, vous écouterez Matthew Strasel au lendemain du départ de Sasa Obradovic et à la veille de la revanche Monaco-Asvel en Euroleague. La musique adoucit les mœurs, une expression qui convient parfaitement au handpan, un instrument dont le son est si particulier. Nous vous dresserons le portrait du joueur de handpan, Thomas Farinelli. Et enfin, vous découvrirez le travail poétique de l'artiste peintre Stacha Stache à la GM Design Gallery. Vous avez pu suivre l'ensemble des célébrations de la fête nationale en direct sur Monaco Info. Eh bien, comme le veut la tradition, mardi en fin de journée a eu lieu la soirée de gala au Grimaldi Forum en présence du prince Albert II, entouré de membres de sa famille. Ils ont pu assister à la représentation de la Bohème de Puccini, un opéra en 4 tableaux, sous la direction musicale de Marco Armigliato et une mise en scène de Jean-Louis Grinda. Une réunion consulaire s'est tenue à l'hôtel Hermitage au lendemain de la fête nationale. Quelles ont été les grandes thématiques abordées? Les éléments de réponse dans ce reportage de Christine Petit-Homel et Arnaud Imbert. Comme chaque année en marge de la fête nationale, l'ensemble des consuls honoraires de Monaco à l'étranger, les membres du corps diplomatique monégasque, se sont réunis à l'occasion d'une réunion dans le salon Eiffel de l'hôtel Hermitage. Une matinée de travail et d'échanges riches et variés. Ça nous permet effectivement d'échanger et puis aussi de rappeler notre appartenance à cette grande famille monégasque consulaire et diplomatique. Et je crois que c'est important de rappeler ce message, de nous réunir autour des valeurs qui sont soutenues par le prince souverain. Ces réunions sont très importantes pour nous parce que nous recevons une feuille de route de l'État monégasque. Et on rencontre des amis de presque tous les pays. Au cœur des débats, divers sujets d'actualité de la principauté et les échéances à venir pour 2025, des événements susceptibles d'intéresser les consuls. La conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice. Et bien évidemment, le forum qui se tiendra à Monaco en marge de cette conférence sur l'économie bleue et la finance durable. Également l'exposition d'Osaka, puisque vous le savez, nous aurons un pavillon Monaco à Osaka, l'exposition Osaka Kansai 2025. Et donc nous aurons l'occasion aussi d'expliquer et d'exposer aux consuls quels seront les enjeux de cette exposition et de décrire un petit peu le pavillon. Autre thématique abordée lors de cette réunion, les animations de la Fondation Prince Albert II, du Monaco Private Label et l'attractivité, l'occasion ainsi pour le ministre d'État Didier Guillaume de mettre en exergue la politique monégasque dans ce domaine et d'annoncer que dès 2025, toutes les entités seront regroupées, à savoir le MEB, le Monaco Private Label et Visite Monaco. Nous célébrerons lundi prochain la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Eh bien, ce mercredi matin, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a organisé une conférence de presse pour annoncer le lancement d'une campagne intitulée « De l'ombre à la lumière ». Et pour en parler, nous recevons Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes. Céline, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous lancez une campagne qui s'intitule « De l'ombre à la lumière », c'est-à-dire déjà, pourquoi ce titre ? Parce que cette année, on voulait évoquer le parcours des victimes vers la liberté retrouvée, la résilience qu'il faut pour se sortir d'une situation de violence, donc où on est dans l'ombre, on est coupé du monde extérieur et comment est-ce qu'on peut retourner vers la lumière, vers du coup une manière de se défaire de l'emprise dans laquelle on était. Et à cette occasion, vous proposez un livre digital, c'est ça ?
Alors c'est ça, le sous-titre de la campagne, c'est Chronique des violences invisibles. Et donc, qui dit chronique, il y a des chroniqueurs, il y a des intervenants. Et chez nous, les intervenants, ce sont les accompagnants, les professionnels qui prennent en charge ces femmes victimes de violences. Donc, on a donné la parole à 9 professionnels monégasques. On a des profils très variés, un avocat, une capitaine de police, des psychologues à la DASO, une sage-femme. Enfin voilà, c'est très très varié parce qu'on voulait vraiment montrer le côté multidisciplinaire de la prise en charge des victimes. Et ce sont ces professionnels qui nous racontent dans le livre digital le parcours des victimes, comment est-ce qu'elles passent de l'ombre à la lumière. Et comment peut-on se procurer ce livre digital? Où le trouve-t-on? Alors le livre est sur le site internet du Comité des droits des femmes, donc dfm.mc. Il va être également disponible en podcast sur la chaîne YouTube de Monaco Info, puisque donc le livre, il y a une version écrite, on peut lire les interviews, mais on peut également les écouter en audio, en format podcast. Il y a plusieurs rendez-vous aussi organisés du 22 au 29 novembre. Quels sont-ils? Que va-t-il se passer? Alors c'est vrai qu'il y a une grosse mobilisation, à la fois du comité bien évidemment, mais aussi de tous ses partenaires et du tissu associatif. Donc du 22 au 29 novembre, il y a pas moins de 8 conférences qui sont organisées. 3 conférences organisées par le comité des droits des femmes, le 25, le 27 et le 28 novembre, sur la thématique des violences économiques, des violences faites aux femmes en situation de handicap, et puis sur la thématique des violences dans le sport. Et puis à côté de cela, des associations comme le Zonta Club, Entre Parents, le MWF ou le Club Sœurs Optimistes organisent d'autres interventions, tables rondes, projections. Donc il y a vraiment une grande mobilisation et ça va permettre de donner plus d'ampleur à notre message et de mettre vraiment le focus sur cette thématique. Alors on sait que c'est une femme sur 3 qui peut être victime de violences dans le monde aujourd'hui. Ça reste un chiffre très très élevé et puis il y a des endroits dans le monde où la situation des femmes est particulièrement dramatique et préoccupante. Je pense en particulier à l'Afghanistan, à l'Iran et puis dans tous les pays où se déroulent des conflits armés, puisque les femmes sont malheureusement toujours les plus exposées et les plus victimes de violences, de viols perpétrés comme armes de guerre. Et en termes de violences faites aux femmes, qu'en est-il en principauté ? Alors en principauté aussi, malheureusement, il y a des faits de violence qui se déroulent. On n'est pas exempté de ce phénomène-là. Donc là, on a les chiffres sur les 10 premiers mois de l'année. C'est 49 cas de violence qui ont été recensés par la direction de la sûreté publique et déjà 35 femmes qui ont poussé la porte de la VIP depuis le début de l'année. Donc c'est des chiffres qui sont pour l'instant relativement stables par rapport aux années précédentes, mais donc vous voyez une quarantaine, une cinquantaine de cas recensés, pour ne parler que de ces 2 entités. Et quand on parle de ces 50 cas, ce sont quels types de violences ? Alors il y a énormément de violences intrafamiliales, puisque c'est très souvent et dans la quasi-majorité des cas le conjoint ou l'ex-conjoint qui perpétue ces violences. Il va y avoir ensuite, bien évidemment, à l'intérieur même de ces violences, pour 50% des cas environ, c'est de la violence physique. Ensuite, il y a à peu près un tiers, ça va être de la violence sexuelle, y compris viol ou harcèlement sexuel. Et puis un quart, c'est de la violence psychologique, mentale, qui accompagne. Et on sait aussi que naturellement, il y a l'ensemble de ces formes de violence qui peuvent se cumuler, malheureusement. Alors, une femme est violentée, qu'est-ce qui est fait à Monaco? Quelle est la prise en charge? Comment ça se passe? Alors, il y a des dispositifs qui existent, un maillage de professionnels qui est quand même très, très important en principauté. Une femme peut passer par différentes entrées, en fait. Une des portes d'entrée, c'est l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, la VIP, qui accueille, qui donne du conseil et qui aide aussi les femmes à se sortir des situations. Ensuite, bien évidemment, les services sociaux du gouvernement, la DASO en particulier, peut accueillir
accueillir les femmes victimes de violences. Et puis lorsque les situations sont beaucoup plus, j'allais dire, dans une forme d'urgence et de prise en charge, bien entendu le CHPG accueille également ces femmes. Et puis la porte de la police doit être poussée pour déposer plainte, pour que derrière puisse être engagée à minima une séparation avec l'auteur des faits, voire même derrière des poursuites judiciaires. Je le rappelle, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, vous lancez une campagne de l'ombre à la lumière avec la sortie d'un livre digital et de nombreux rendez-vous du 22 au 29 novembre. Céline Cottalorda, merci. Merci à vous. Ce matin a eu lieu la signature d'une collaboration entre deux institutions prestigieuses, la Société des Bains de Mer et l'EHL Hospitality Business School, anciennement appelée École hôtelière de Lausanne, référence mondiale en matière de formation hôtelière. Un partenariat signé à l'Hôtel de Paris qui marque une étape importante dans le développement des talents de l'attractivité de la SBM. Je vous propose d'écouter le président et la directrice des ressources humaines de la SBM au micro de Juliette Rappert. C'est la première fois que l'anciennement École hôtelière de Lausanne, qu'on appelle désormais EHL Hospitality Business School, choisit un partenaire pour un partenariat global. Donc on en est très fiers. Donc le but, ça va être de développer ensemble des stages, mais aussi des embauches. Et d'ailleurs, il y a déjà des monégasques, il y a déjà des enfants du pays, des résidents de Monaco et des communes limitrophes qui sont étudiants. Mais je ne peux qu'encourager tous ceux qui ont la passion des métiers, de l'hôtellerie, de l'hospitalité, de la restauration, à s'engager à être étudiants à l'EHL, car nous aurons, bien sûr, au-delà des stages, beaucoup d'embauches ensuite pour qu'ils deviennent les futurs dirigeants de nos établissements, les étudiants. Signer un partenariat avec une telle institution, c'est quand même depuis 6 ans la première école hôtelière au monde, Lausanne. C'est vraiment très valorisant et je suis certaine que nos salariés vont être ravis aussi de cette nouvelle. Notre partenariat s'établit sur 3 axes. Donc tout d'abord bien sûr la formation du personnel et le développement donc, des compétences et de nos talents avec une possibilité vraiment très large offerte par l'école hôtelière de Lausanne sur différents aspects, que ce soit des formations techniques ou des formations plus généralistes. Et puis aussi, on entend bien contribuer ensemble à l'attractivité de nos métiers. C'est important. Lausanne a réalisé il y a très longtemps qu'il y aurait un déficit d'attractivité dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Et notre souhait, c'est vraiment de mettre en place des actions communes pour continuer à valoriser l'ensemble de tous ces beaux métiers qui font l'industrie hôtelière et touristique. 40 ans, ça se fête, et bien The Princess Grace Irish Library a célébré aujourd'hui ses 4 décennies. Cette bibliothèque située sur le Rocher a été créée en 1984. 40 ans plus tard, cet anniversaire s'est déroulé en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, en compagnie de sa sœur, son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, ainsi que de nombreuses personnalités. Nous sommes avec l'administrateur de ce centre culturel, Anne-Marie Boisbouvier, bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous célébrons donc le 40e anniversaire de la bibliothèque irlandaise Princess Grace. Qu'est-ce que représente pour vous cet anniversaire ? Alors, cet anniversaire marque jour pour jour les 40 ans de la création de cette bibliothèque ici sur le Rocher, qui a été voulue par le prince souverain, le prince Régnier III, en hommage et en souvenir de son épouse, qui était donc américaine, monégasque de cœur, mais également avec des racines irlandaises. Bien sûr. Qu'est-ce que, pour vous, représente cette bibliothèque ? Elle représente un centre culturel avec des ouvrages, bien évidemment, que l'on peut consulter, des ouvrages aussi pour des universitaires qui peuvent faire des recherches, ou des écrivains qui viennent régulièrement en résidence ici pour effectuer leur écrit, leur manuscrit, ou des recherches qu'ils doivent faire pour la région. Certains d'entre eux sont même financés par le Island Fund pour pouvoir venir au printemps ou à l'automne ici en Principauté. Il y a également des événements qui ont lieu tous les mois normalement, une fois par mois, au niveau de conférences pour présenter l'Irlande sous tous ses aspects. Comment avez-vous célébré ce 40e anniversaire, puisque ça vient d'avoir lieu aujourd'hui ?
Alors ce 40e anniversaire a été travaillé, étudié et préparé en amont avec les élèves de l'Académie Régnier III notamment pour enregistrer un certain nombre de partitions qui appartenaient à la princesse. Ces partitions de musique irlandaise ont été travaillées par les élèves, ils les ont enregistrées et ils les ont également présentées aujourd'hui à l'assistance où nous avions la chance d'avoir le prince souverain et la princesse de Hanovre qui nous ont fait l'honneur de leur venue pour pouvoir également célébrer ce moment particulier commémoratif de la création de cette bibliothèque. Ces travaux donc des élèves a pu s'établir en lien aussi, en collaboration avec l'Université technique de Dublin, où des professeurs et également des élèves sont venus pour effectuer la performance avec eux, ce qui a permis ce rapprochement et cette collaboration avec l'Irlande, mais également avec les États-Unis, puisque cette année, l'année 2024, le thème a été effectivement cet aspect triangulaire entre les États-Unis, l'Irlande et la principauté. Alors vous l'avez dit, hein, c'est un véritable centre culturel. Alors habituellement dans une bibliothèque on ne fait pas de bruit, mais là il y a de la vie dans cette bibliothèque irlandaise Princesse Grace. Il y a des conférences, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Oui, tout à fait. Une fois par mois, à peu près, se tient une conférence sur des sujets très, très variés. Cela peut être la venue d'un écrivain, cela peut être un diplomate, cela peut être justement de façon un petit peu plus active au niveau musical hein, pour des performances musicales. Il y a toujours un lien au niveau de la tradition ou de l'histoire ou des liens d'actualité pour mettre en valeur les liens que nous avons avec ce pays, avec l'Irlande. Pour la commémoration des 40 ans, les différents intervenants ont également pu, comme je l'ai précisé au niveau des élèves, enregistrer des musiques qui seront en tout cas liées à ce livre par un QR code où on peut entendre en prenant justement ce code pour pouvoir écouter ces musiques. Les archives également de la principauté ont enregistré un petit reportage qui reprend la création de la bibliothèque du 20 novembre 1984. Avec, il me semble, un timbre commémoratif également. Un timbre commémoratif qui a été publié tout récemment et qui reprend une très jolie photo de la princesse Grace dans la bibliothèque. Et le prochain rendez-vous, la prochaine date dans cette bibliothèque ? Alors, la prochaine date ne sera pas dans la bibliothèque elle-même, mais depuis New York, ouais. Grâce à des recherches qu'a effectuées l'an dernier le docteur Margarita Kapok, qui était boursière de l'Island Fund Monaco et qui a effectué ses recherches sur l'artiste Francis Bacon. Puisqu'il y a une fondation ici en Principauté, elle a été à même d'effectuer toutes les recherches qu'elle souhaitait. Et demain, elle effectuera une présentation en collaboration avec Monaco, bien sûr, au sein de la Glusman Island House à New York. Et ce sera ouvert aussi en ligne pour les personnes qui souhaitent suivre cette présentation. La bibliothèque irlandaise Princesse Grace fête son 40e anniversaire. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment. On change totalement de sujet. En basket, vous le savez, le club s'est séparé de l'entraîneur Sasa Obradovic. Un nom circule en ce moment pour le remplacer. Le coach de l'équipe nationale grecque, Vassilis Spanoulis. Eh bien, en attendant, c'est dans ce contexte que s'est tenue ce mercredi la conférence de presse avant la rencontre en Euroleague de demain au Stade Louis II face à l'Asvel. Mathieu Strasel, bien que touché par le départ de son ancien coach, s'est montré revanchard et déterminé à l'approche de ce choc, ô combien important pour la saison de la Roca Team. On l'écoute. Évidemment, ça fait pas plaisir de voir le coach qui m'a coaché pendant presque 3 ans partir. Donc voilà, c'est sûr que c'est des jours un peu différents des autres, mais on se doit de rebondir. On se doit de faire qu'un, on se doit d'être une équipe demain et de remporter ce match. On le prend tous comme un échec. Que le coach y parte, c'est toujours le coach qui paye en premier, mais voilà, on se remet tous en question, on se regarde dans le miroir et il faut tous qu'on change les choses. C'est toujours un bon match contre l'Asvel, surtout cette année, ils sont vraiment rodés, tous les matchs qu'ils jouent, ils sont très serrés. Donc voilà, en plus on a déjà perdu chez eux en championnat, donc ça va être un bon match.
Un bon match, on l'espère, face à l'Asvel en Euroleague, une rencontre avec des airs donc de revanche ce jeudi 19h, salle Gaston Médecin. Sport toujours, en foot, l'AS Monaco va à la rencontre de ses jeunes supporters. Après Beau Soleil, son Kids Tour a fait étape à la Turbie ce mercredi après-midi. Plusieurs animations ont été organisées, dont une séance de dédicace avec le capitaine des Rouges et Blancs. Denis Zakaria s'est prêté au jeu des autographes et des selfies pour le plus grand plaisir de tous les enfants. Et ce, le jour de son anniversaire. Il a fêté aujourd'hui ses 28 ans. On écoute Denis Zakaria à notre micro. Ça a été la meilleure chanson d'anniversaire que j'ai eue dans ma vie, donc c'est cool, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et je suis vraiment très heureux. C'est très sympa, je pense que voilà, ayant vécu ça et en étant jeune, j'ai eu les mêmes étoiles dans les yeux, donc c'est vraiment cool de pouvoir leur donner ça. Je pense que c'est la meilleure énergie possible, je pense, avec les enfants, donc c'est cool et voilà, je vais profiter de ce moment-là. Je vais beaucoup mieux, je m'entraîne dur pour être en forme et j'espère être prêt pour le match de Brest. Prochaine rencontre Monaco-Brest ce vendredi à 19h au Stade Louis II, match comptant pour la 12e journée de Ligue 1. Denis Zakaria pourrait d'ailleurs faire son grand retour sur le terrain après sa blessure contractée fin octobre. Dans le reportage qui va suivre, nous allons vous proposer un moment de détente musicale à travers un instrument assez peu répandu, le handpan. À Monaco, Thomas Farinelli est l'un des rares musiciens à pratiquer cet instrument à percussion. Reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Écoutez. Des sonorités qui invitent à la méditation. Cet instrument en forme de soucoupe volante est assez récent puisqu'il voit le jour au début des années 2000. Habitué des percussions, Thomas s'est pris de passion pour le handpan. Aujourd'hui, il possède plus d'une dizaine d'instruments. Each instrument has its own personality and creates its own atmosphere. So we can have instruments that are more for meditation music, instruments that are more for composing melodies, other instruments are more percussive, so actually I like to change all the time my style, so I need many instruments. Une performance presque thérapeutique, jouer lui permet de déconnecter. I'm an emotional player, meaning that I like to play and communicate somehow my feelings. And I'm not a very technical player because a lot of people that play this instrument, they learn patterns and they like a more schematic or way of playing. Instead, I normally just like to play improvising. And what comes, comes. Présent sur les réseaux sociaux, Thomas a déjà pu collaborer avec d'autres artistes pour publier ses morceaux. I mostly play just for myself, that is enough for me. But to see that other people really appreciate what I do gives me more strength to improve and to create new things. À l'avenir, il aimerait pouvoir jouer lors d'événements en principauté pour faire découvrir ses sonorités au public monégasque. C'est reposant. Je vous propose à présent de découvrir une exposition de l'artiste Stache à Stache à la galerie GM Design située au 11 avenue Princesse Grasse. Le reportage de Christina Petit-Homel et Thomas Deus. Retenez bien son nom, elle s'appelle Stache à Stache et ses œuvres sont de toute beauté à son image. Douces, lumineuses et emplies de positivité, des peintures qui ont vu le jour dans des moments pourtant sombres puisque c'est en période de confinement que l'artiste a trouvé l'inspiration. In this exhibition, mainly flowers. Through lockdown, they were like my lovers. They were there every day. I painted new ones. I hunted for vases, different vintage, antique. And then I matched the flowers with the vase and then I painted them. I start with acrylic paint because it dries very fast. And then on the top, I use the oil pastels to give it the life. And it's the spirit of all the beauty that is around us, that belongs to all of us. And I just like to capture it and to see it and to live it.
72 œuvres au total composent l'exposition, une exposition que vous pourrez découvrir jusqu'à la fin décembre à la GM Design Gallery, située au 11 avenue Princesse Grace. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter. Christine Da, bonsoir. Le vent sera-t-il toujours de la partie ce jeudi ? Eh bien oui Fabien, demain il y aura encore beaucoup de vent avec des rafales pouvant atteindre les 65 km/h, notamment durant l'après-midi. Des températures comprises seulement entre 11 et 13 degrés. Il fera donc très frais, des nuages le matin, des risques d'averses l'après-midi. Et puis sinon demain nous fêterons les Hamelberges. Merci Christine Da. Je vous propose avant de se quitter de voir ensemble les plus belles photos de Manuel Vitali et Stéphane Dana consacrées à la fête nationale que nous avons célébrée ce mardi. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain.